Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Un chronogramme précis et détaillé sur les élections générales sera communiqué après les assises nationales de la refondation, annonce faite par le gouvernement dans une note publiée ce mercredi. Le document indique aussi que toutes les réformes politiques et institutionnelles se tiendront entre septembre 2021 et février 2022. En fin de mission au Mali, ce mardi, l'envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a demandé aux autorités de transition de respecter les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment la tenue de la présidentielle en février 2022. Calendrier électoral après les assises nationales de la refondation. Va-t-on vers une prorogation de la transition? C'est le thème de notre débat de ce soir. Pour en parler, nous recevons Sékou Niamé Bathily du Rassemblement pour le Mali, l'ex-parti présidentiel, Cheikh Oumar Sidibé du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, qui nous rejoindra des moments à l'autre, Cheikh Omar Doumbia, analyste politique, et Balan Diakité également, analyste politique et chercheur. Je suis Sékou Gadjigo pour présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter ce télémon de Intala Akbilal. Dans la note, le gouvernement précise que les assises nationales de la refondation seront organisées dans une période de 9 à 10 semaines. Objectif, faire un diagnostic de la crise multidimensionnelle. Elles tiendront compte des recommandations et conclusions de différentes rencontres tenues antérieurement. Ainsi, elles serviront de base pour les réformes telles que la relecture de la loi électorale, la relecture des lois portant en charge des partis politiques, l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution et la tenue du référendum constitutionnel. Des réformes prévues entre septembre 2021 et février 2022, peut-on lire dans la note. Ainsi, ajoute le gouvernement, un chronogramme détaillé et consensuel pour les élections sera établi à l'issue des dites assises. Préalablement aux élections, les opérations spéciales d'enrôlement des Maliens de l'extérieur ainsi que le traitement de leurs données sont prévues entre septembre et octobre 2021. De même que les révisions des listes électorales d'octobre à décembre 2021. En revanche, la note indique que la mise en place de l'organe unique de gestion des élections n'est pas liée au calendrier des assises de la refondation. Alors, Sékou Niamé Bathily, vous êtes du RPM, l'ancien parti présidentiel. Comment vous avez accueilli cette annonce du gouvernement de tenir les assises nationales de la refondation avant de publier le chronogramme détaillé des élections? Il est quand même à reconnaître que c'est étonnant et surprenant. Le gouvernement de transition était devant le Conseil national de transition il y a de cela juste quelques semaines. Et le Premier ministre a la question des membres du CNT, à savoir quel est le chronogramme électoral à venir. Il a répondu en disant qu'il s'en tient au chronogramme de l'ancien Premier ministre Mokhtar Wan. Et c'était une réponse à l'époque qu'on avait fustigé un peu, parce qu'on a jugé nécessaire que c'était très très compliqué de respecter ce chronogramme de Mokhtar Wan. Mais c'était sa réponse. On a été surpris lors de la visite de Goodluck que le Premier ministre ait dit encore que le chronogramme c'est après les assises nationales. Donc ça veut dire qu'il y a une incohérence qui s'est installée dans la manière de gouverner. Or, on était censé être face à une gouvernance des ruptures. Donc, toutes choses qui nous laissent sur notre faim. Alors vous l'avez dit, Goodluck Jonathan, qui a achevé une mission hier au Mali, il vous a rencontré, la classe politique. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que toute la classe politique est en phase concernant la publication de ce chronogramme après les assises? Nous, on était quand même ravis d'entendre la grande majorité de la classe politique qui a opté pour le respect du délai de la transition, y compris les partis politiques du M5 RFP qui sont représentés dans le gouvernement de transition.
Donc à l'exception des 2 ou 3 partis qui ont demandé une prorogation de la transition. Donc toutes choses qui nous laissent à croire que le respect de ces délais est une unanimité au sein de la classe politique malienne. Donc par rapport à Goodluck, nous on l'a donné. Le RPM actuellement est membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition RSI. Et ce cadre-là est composé de 4 regroupements politiques, de plusieurs partis politiques, qui a publié un mémorandum. Dans lequel mémorandum, c'est clair, le respect du délai de la transition est un impératif. Maintenant, on est comme la mission de la CEDEAO, on est préoccupé par l'absence totale des actions sur le terrain allant dans ce sens. Au même moment, les premiers ministres, les autorités, toutes les autorités d'ailleurs, disent qu'ils maintiennent les délais. Mais sur le terrain, les actions manquent concrètement. Qu'est-ce qu'il faut? On a demandé un chronogramme, pour être clair. On a demandé à aller vers les élections essentielles, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives. Donc on a demandé aussi à faire l'audit du fichier électoral. Nous avons aussi demandé la révision des listes exceptionnelles. Et tout cela n'a pas été entendu jusque-là. Alors, Balan Diakité, quand le Premier ministre fait cette annonce pour dire que le chronogramme sera publié seulement après les assises nationales de la refondation, quelle lecture faites-vous de ça? Merci pour la question. À mon avis, cela sous-entend d'abord que le Premier ministre veut adosser sa décision politique au choix de la majorité des Maliens. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de transition et tout le monde sait qu'au départ de cette période de transition, le maître mot était effectivement la refondation. On ne peut pas refonder un État, on ne peut pas refonder la gouvernance d'un pays sans effectivement les citoyens de ce pays. Et donc de ce fait, aujourd'hui, à mon avis, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, en disant cela, il essaye quand même d'appuyer sa décision politique sur un fondement de légitimité populaire. Je pense que c'est ce qui peut expliquer un tel discours. Mais il y a quelques semaines, il disait devant le CNT que c'est le même chronogramme, le chronogramme initial qui sera maintenu. S'il estime aujourd'hui que ce sera après les assises que le chronogramme détaillé sera publié, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer la montre? Exactement. Non, mais cela renvoie effectivement à ce que mon prédécesseur avait dit tout à l'heure. Cela relève une sorte d'incohérence dans l'approche du Premier ministre. Tout de même est que l'incohérence chez un homme politique, il n'y a rien de plus ordinaire que cela. Mais quand on revient au contexte de la présentation du plan d'action général du gouvernement devant le CNT, on se souvient effectivement que le Premier ministre, il était alors là face à des conseillers qui devait approuver son plan d'action. Et donc, dans la quête d'approbation de son plan d'action, c'est sûr qu'il ne va pas aborder des questions qui fâchent. À mon avis, s'il avait dit ce jour que l'ambition était d'aller vers un autre programme électoral, un autre chronogramme électoral, et que ce chronogramme électoral va être dévoilé après les assises, c'est sûr que ça allait créer un sentiment de scepticisme au sein du Conseil national de transition. Donc à mon avis, il a fait preuve de réalisme, mais toujours est-il que cela dénote quand même une sorte d'incohérence pour les citoyens que nous sommes. Une incohérence qui ne vous surprend pas. Est-ce le cas pour Cheikh Omar Doumbia? Est-ce que vous n'avez pas été surpris par cette annonce du Premier ministre au lendemain de la mission de la CEDEAO, de la fin de la visite de Goodluck Jonathan au Mali? Je pense que déjà la mission d'évaluation qui était venue, déjà précédée par une évaluation faite par le comité de suivi local, présidé par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le gouvernement a dû prendre la température. Donc, ils ont écouté leurs interlocuteurs, ils ont vu qu'ils ont peut-être la possibilité de pouvoir faire les choses comme eux, ils l'entendent.
Maintenant, à cet état de fait, je serai en désaccord avec mon prédécesseur lorsqu'il parle de légitimité populaire pour adosser cette décision. Première note, il l'a dit, c'est que l'ensemble des partis politiques semblent vouloir à ce que les élections se passent. Donc ce que moi je constate réellement, c'est qu'il y a une tentative d'avoir un pouvoir d'une minorité sur la majorité des Maliens. Comment est-ce que j'explique cela? L'analyse est tant claire. Lorsque vous comprenez que aujourd'hui, que ce soit au niveau des organes politiques, les partis disposant réellement d'un appareil électoral, des partis qui sont prêts à aller aux élections, sont favorables à ce que nous ayons aux élections. Mais ceux que nous voyons fréquemment s'opposer à cette idée d'aller aux élections maintenant ou de respecter ce chronogramme sont souvent des partis, lorsque nous regardons les statistiques, n'ont jamais fait long feu. Le parti du Premier ministre y inclus, qui, les 2 dernières présidentielles, n'a pas atteint plus de 3% d'ailleurs, et qui n'a jamais eu plus de 5 députés. Donc, première chose, c'est que de façon logique, nous voyons que cette transition est un pouvoir qui appartient à une partie de la classe politique qui réellement n'a pas d'attelage politique pour aller vers les élections. Donc il existe une crainte de leur part. Si nous allons aux élections, le pouvoir va peut-être retourner vers ceux où nous les avons arrachés et il faut empêcher cela. Et pour cela, il faut gagner du temps pour pouvoir s'asseoir correctement et tirer les résultats souhaités. Cheikh Oumar Sidibé, êtes-vous d'accord avec votre homonyme, Cheikh Oumar Doumbia, que la transition est peut-être en train de jouer la montre parce que apparemment les autorités ont peur? Certainement pas. De mon point de vue, pour aller aux élections, il y a, de mon point de vue, des préalables. Ces préalables, c'est d'abord la mise en place de fichiers électoraux fiables. C'est ensuite la révision des lois électorales. Il y a aussi, tout de suite là, on vient de connaître le nouveau découpage administratif. Nous sommes au lieu de 8, on est maintenant à 19 régions. Il y a une centaine de cercles nouvellement créés, autant de communes, ainsi de suite. Donc, pour aller à des élections, je crois qu'il va falloir prendre des mesures idoines pour que toutes ces nouvelles mesures qui viennent d'être prises soient harmonisées, adaptées à la nouvelle situation politique. Bon, cela va de soi. Maintenant, autre chose, je voudrais aussi relever un point. Parce qu'au Mali, nous sommes dans la précipitation, depuis toujours. La crise qu'on vient de connaître, c'est une crise qui nous est arrivée suite à un certain nombre de choses qui ont été mal faites depuis plusieurs années. Depuis 1991, j'ai rejoint le président ATT, paix à son âme, qui a récemment déclaré avant de s'en aller définitivement que de tout temps, au Mali, nous n'avons pas connu d'élection fiable. Donc ça, c'est déjà des détails sur la base desquels on doit se focaliser pour mettre, pour moi, une base. Donc les assises nationales nous permettront d'avoir désormais des élections crédibles, transparentes. Absolument, puisque c'est des assises qui vont réunir l'ensemble des forces vives de ce pays. Même si tous les Maliens ne sont pas d'accord avec la tenue de ces assises. L'unanimité n'existe nulle part au monde. Mais je crois que l'écrasante majorité des Maliens est d'accord qu'on aille à cette refondation-là. À partir de la refondation, je crois que des mécanismes appropriés seront mis en place. Et à partir de quels mécanismes on va à des élections qui vont être le moins contestées possible. Il n'y a pas d'élection parfaite, certainement. Mais je crois que si on accepte d'aller à ces refondations, que toutes les forces vives du pays aient l'occasion de s'exprimer, de proposer des choses, et qu'on fasse un consensus autour d'un minimum, je crois que si on partait à des élections sur cette base-là, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Sekougname Bathily, ne trouvez-vous pas qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on aille à ces assises, en tout cas qu'on aille à des discussions pour nous éviter tout ce que nous avons connu il y a quelques années? Non, moi je ne le pense pas, parce que déjà, quand nous écoutons le ministre de la Refondation, qui dit que les assises consisteront uniquement à faire la synthèse des précédentes assises, rencontres, forats et autres. Donc il n'y a pas des éléments nouveaux pour moi. Il s'agit de faire la synthèse, c'est ce qu'il a dit. Faire la synthèse, mettre 2,5 milliards pour faire une synthèse, moi je pense que ces assises au préalable déjà rejetées par une large partie de la classe politique et aussi de la société civile, quels résultats ça va donner?
Aujourd'hui, quand mon prédécesseur parle de loi électorale, je suis d'accord. La révision de la loi électorale ne demande pas 1 mois, 2 mois. Il y a déjà un préalable qui est là. Dans les cadres de concertation entre les ministres de l'administration territoriale et les partis politiques, on a déjà fait un travail qui est là. Il suffit juste de le valider. Une rencontre suffit pour valider ce travail-là et réviser la loi électorale. Alors on a fait un travail. On estime au niveau de l'opinion de la population que ces décisions, tous ces projets de loi, ce sont les hommes politiques qui ont décidé entre eux. Alors que la population n'a pas entièrement confiance aux hommes politiques. Est-ce que les assises nationales ne seraient pas une occasion? Vous n'allez pas me demander de donner, c'est-à-dire à l'ensemble de la population, des travaux qui reviennent aux politiques. Non, je ne suis pas d'accord. S'il y a un cadre de concertation entre les ministères et les partis politiques, ça veut dire que les concernés sont les partis politiques pour la conquête du pouvoir. Ce sont les partis politiques qui sont concernés. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut que les gens acceptent de sortir de ces violations des règles, de ces violations des textes. Nous avons une charte de la transition. Que dit la charte de la transition? Focalisons-nous sur ça. Au lieu de vouloir aller manifester dans les rues, demander une prorogation du délai de la transition. Mais la charte elle-même parle de l'initiative de réviser la charte. Le délai de la transition, c'est une disposition de la charte. En son article 22, si on veut réviser ces délais-là, c'est l'article 21 qui les prévoit. L'initiative de la révision de la charte elle-même. Et concurremment, c'est le président de la transition et le tiers des membres du Conseil national de la transition. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5 des membres du Conseil national de transition. Et le président de la transition procède à la promulgation de l'acte révisé. Mais c'est très clair, c'est dans les textes. On n'a pas besoin d'aller manifester dans la rue pour ça. Parce que les textes, la charte les prévoit. Ensuite, quand on parle des réformes, des assises nationales, mais là encore, il faut qu'on se focalise sur la charte de la transition. Que dit la charte? En son article 2, allez-y le lire. La charte a dressé déjà les missions assignées à la transition, parmi lesquelles on dit le redressement, c'est-à-dire le redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation. La création des conditions de base. On n'a pas dit à la transition de refonder l'État. On a dit la création des conditions de base pour sa refondation. On a dit encore, au point 6 des missions assignées à la transition, on a dit le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Le lancement du chantier ne veut pas dire qu'achever le chantier. Et si aujourd'hui les autorités actuelles veulent eux-mêmes violer la charte a demandé de mettre les bases, c'est-à-dire même l'organe unique de gestion. On va en parler, l'organe unique de gestion, on va en arriver dans tout de suite. Balan, quand il dit que la transition dans la charte, les missions assignées à la transition, c'est de baliser le terrain, si je peux le dire, pour le futur gouvernement légitime qui sera mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la mission de la transition doit se résumer à ça, quand on connaît le contexte dans lequel cette transition est venue? Les attentes des Maliens sont trop grandes, quoi. Justement, ceci nous renvoie à un débat téléologique, en fait, sur la finalité même de la transition. C'est-à-dire que tout le problème de cette transition, c'est que du début de la transition jusqu'à maintenant, les Maliens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les missions que la transition doit pouvoir faire. Et qu'est-ce que c'est que même une transition? Ça, c'est un véritable débat téléologique. La transition est là pour quoi? Est-ce qu'une transition est là pour une durée courte ou est-ce qu'une transition est là pour une durée plus ou moins longue? Est-ce qu'une transition est là pour résoudre des problèmes déterminés ou est-ce qu'une transition est là pour résoudre tous les problèmes du Mali? Est-ce que la transition est la période favorable pour la refondation de l'État ou bien est-ce que la transition est là tout simplement pour poser les jalons d'une refondation réussie? Voilà des questions fondamentales, des questions
existentiels, mais sur lesquels les Maliens ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, d'où tout le problème aujourd'hui autour du débat sur la prolongation de la transition, sur les missions de la transition, parce que vous ne pouvez pas demander la prorogation de la transition si vous ne vous mettez pas d'abord, si vous ne vous mettez pas d'accord sur la mission fondamentale de la transition qui, de mon point de vue, ne doit pas excéder 3 points essentiels, à savoir, bien évidemment, les réformes, la conduite des réformes politiques et institutionnelles. Ça, c'est, à mon avis, la première mission de cette transition. Deuxième mission, c'est bien évidemment sécuriser le territoire. Et troisième mission, ce serait d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. À mon avis, une transition est là pour ça. Mais si vous voulez que la transition s'éternise pour résoudre tous les problèmes, alors que nous avons des problèmes qui sont d'ordre structurel, comme par exemple la sécurité. Vous pouvez amener n'importe quelle force militaire au Mali. Nous ne pouvons pas avoir une sécurité 100% d'ici la fin de ces 18 mois. Ce n'est pas possible parce que c'est un problème d'ordre structurel et que la sécurité aussi, c'est un système global qui intègre aussi l'autosuffisance alimentaire, qui intègre effectivement le fait que les citoyens soient dans une bonne disposition psychologique. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que les problèmes structurels auxquels le Mali est confronté aujourd'hui, ces problèmes ne peuvent être résolus que progressivement à travers le temps. Et vous pouvez prolonger cette transition pendant 2 ans, pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, on sera là pour débattre de ces mêmes questions parce que c'est d'ordre structurel. À un moment donné, les autorités de la transition doivent savoir qu'ils sont là juste pour une période déterminée et que cette période déterminée doit être une période propice qui doit être utilisée à bon escient pour mettre les jalons qui vont permettre aux autorités qui vont venir après les prochaines élections de pouvoir conduire les réformes qui vont être entamées dès aujourd'hui. Cela est bien clair. Cheikh Oumar Doumbia, est-ce qu'aujourd'hui, en voulant tenir les assises avant de publier le chronogramme détaillé, et comme la transition le dit, le gouvernement le dit, toutes les réformes politiques et institutionnelles seront menées avant février 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de proroger le délai de la transition? Forcément, il y a un risque, il y a même une volonté avérée, une volonté politique qui s'éclaircit de jour en jour. Pourquoi les autorités voudraient proroger la transition? Pourquoi? À écouter le discours des uns et des autres, parce qu'on fait des analyses en fonction de ce qui est dit. Par exemple, j'ai écouté hier Oumar Mariko du Sadi. Moi, ce que j'ai entendu entre les lignes, c'est mon interprétation des faits, c'est que les autorités actuelles ont une seule crainte. Et cette seule crainte réside dans le fait que qui va prendre le pouvoir après eux? Et qu'est-ce que ça aura comme impact sur leur personne? Pas sur le pays. Ce n'est pas le pays qui est engagé là. Et quelque chose qu'il faut réellement regarder dans le fond, c'est que il y a une chose qui s'est passée au début de cette transition, il y a eu cette concertation au CICB où on a invité tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on a entendu un bon nombre de participants décrier le fait que ce qu'ils ont discuté n'est pas ce qui est ressorti à la fin. Donc il y a une certaine possibilité que même si ces assises ont lieu, qu'elles soient manipulées et que le résultat ne soit pas ce que le peuple veut. Ça, c'est une chose. Seconde chose qui vient à l'esprit et qui est tellement visible à l'œil nu, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui que on regarde, on va dire, non, il faut faire des assises parce qu'il faut que le peuple s'exprime, il ne faut pas avoir une discussion entre politique et autres. Sauf que la démocratie est un régime qui repose sur un fait ardent qui est la représentativité. Donc, les hommes sont représentés non seulement par des groupements, mais aussi par des partis qui se convertissent en élus ou en personnes nommées, tout ce que l'on veut. Donc, cette représentativité, nous ne pouvons pas continuellement, parce que c'est ce qui a été fait depuis un certain temps. Assises, concertation, c'est pour écarter la représentativité et pouvoir manipuler en fait la grande masse. Donc il faut maintenant remettre l'acteur politique dans son rôle et surtout avoir vraiment ce qu'on va dire. Les gens sont précipités pour changer les lois ou faire des changements de fond sur la nation. Nous sommes désolés, on a tenté une réforme de la Constitution courant le régime IBK vers 2017. Le peuple était farouchement contre.
il y a eu plus de monde à Ante Abana qu'il y a eu dans n'importe quelle manifestation du M5. Donc les gens tiennent, le Mali a l'une des constitutions les plus rigides, une constitution de 25 ans, les gens tiennent à ce que ce changement soit fait par des personnes auxquelles ils ont confiance. Et aujourd'hui, l'attelage gouvernemental aujourd'hui, ou le leadership politique aujourd'hui, que ce soit Assimi Goïta ou que ce soit la personne du Premier ministre, le peuple ne leur a pas donné un quitus. Ils ne jouissent pas d'une légitimité populaire qui repose sur un vote pour pouvoir porter cette voix du peuple-là. Il va falloir permettre au peuple de choisir les personnes qui vont conduire sa destinée et de travailler avec ces individus-là pour apporter les changements souhaités. Alors, Cheikh Oumar Sidibé, êtes-vous d'accord que la transition n'est pas la période idéale puisque n'étant pas doté d'autorité légitime pour procéder à certaines réformes? Bon, l'une des choses qu'il faut relever au Mali, c'est que de tout temps, entre politiques même, il n'y a jamais eu de consensus autour d'une question essentielle. Quand c'est la majorité qui propose... Pourquoi oui, jamais? C'est parce qu'ils sont dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Chacun tirant la couverture vers soi. Je crois qu'on ne va pas sortir de ça. De mon point de vue, la transition est la période idéale. La transition étant neutre, je pense que c'est la période idéale pour mettre les bases réelles d'une véritable refondation du Mali. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que la transition est neutre? Oui, parce que je me dis, ils sont pas politiques. Parce qu'on est en train de mettre l'accent sur les faits politiques. Pour moi, je crois qu'il y a beaucoup de Maliens. Les 2/3 des Maliens ne sont pas politiques. Donc, il ne faudrait pas qu'on ignore cette grande masse-là. Les politiques ont fait ce qu'ils ont pu faire en 30 ans. Et les résultats, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes plongés dans une crise incommensurable. Les institutions sont presque dévoyées. Donc, toutes ces situations-là doivent être revues pour que nous puissions repartir sur de bons pieds afin que notre pays puisse enfin respirer. L'insécurité grandissante, les crises économiques et cycliques, tout cela est dû au fait que les textes sont pris certainement, les meilleurs textes sont pris, mais l'application a toujours été un problème parce que les politiques qui sont chargées de la mise en œuvre de ces différentes décisions trucs-là ne les appliquent pas. Donc l'application pose problème. Donc nous voulons aller vers une refondation qui se fera certainement avec les politiques. C'est parce qu'on ne peut pas aller sans eux, hein, c'est la vérité. Mais il faudrait qu'au-delà des politiques, on associe d'autres couches de la société pour que chacun puisse parler le même langage afin qu'on puisse obtenir le Mali de nos rêves. Alors nous avons donné la parole à des Maliens pour qu'ils s'expriment par rapport à cette refondation. Nous avons promené notre micro dans les rues de Bamako. Il y a certains Maliens qui s'expriment sur cette refondation. Nous allons les écouter. Quelle refondation? Ils vont faire quelle refondation? Actuellement, je ne suis pas au courant. Ça permet aux Maliens de parler, d'échanger pour tomber sur un point pour à l'avancement du pays. À travers les médias, j'ai appris. Mais quand même, ce serait bien si ça réussissait. Au cours de ces assises-là, si on tient compte vraiment de l'intérêt national, donc ça c'est l'une des importances vraiment. Oh, ça ne va pas être trop comme on n'arrive pas vraiment à s'entendre. Il est bon quand même de tenir vraiment ces assises-là. Ah, il y a une assise nationale qui se profile aussi à l'horizon, ça je ne savais pas. S'il y a lieu quand même de faire une assise nationale, je pense que le Premier ministre est en train de passer à côté. Il y a eu déjà le dialogue national inclusif qui a été boycotté, sinon saboté par les leaders politiques, les mêmes Choguel faisaient partie. Mais pourquoi une assise nationale encore? Alors, M. Kougname Boatil, on vient d'entendre des Maliens qui s'expriment, ils sont divisés sur la question. Aujourd'hui, certains estiment même qu'il n'y a même pas de communication, ils ne savent même pas qu'il y a des assises qui doivent se tenir. Est-ce que le travail ne risque pas d'être un peu long pour qu'on puisse tenir ces assises et qu'après on parvienne à tenir les élections dans le délai? Ouais, ils n'ont pas tort. Moi, je vous dis une chose, c'est clivant, il faut le dire. Quand mon frère dit que les autorités actuelles ne sont pas politiques, je leur rappelle que la primature est détenue par un politique. Les principales missions phares de la refondation sont confiées à un politique, le ministère de la refondation. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est clivant. Je vais vous dire une chose. Les premières rencontres que nous avons eues avec les premiers ministres, il a convié les partis politiques. À notre grand étonnement, nous avons trouvé des leaders d'associations, des mouvements dans la salle. Pour quelle fin? Pour que le Premier ministre, à chaque fois qu'il prend la parole, ils applaudissent. Pour que les autres qui ne sont pas favorables au Premier ministre, dès qu'ils prennent la parole, qu'on les y. Voilà, c'est à quoi on a assisté.
Ça, c'était la première rencontre. Après, la rencontre avec les 3 ministres qui s'est passée le lundi dernier, il y a des partis politiques qui sont dans notre cadre de concertation, qui n'ont pas eu de correspondance, qui n'ont pas eu d'invitation. Et le prétexte, c'était que lors de la dernière rencontre, ceux qui n'ont pas émargé la liste, c'est eux qui n'ont pas eu d'invitation. Or, nous avons des partis en notre sein qui n'ont même pas été à cette rencontre-là, qui ont eu des invitations. Alors, ça, c'est le départ. C'est le début. Donc, comme ça, si nous allons aux assises de cette manière-là, quels arts d'assises on va assister? Nous pensons, nous estimons que ces assises-là sont organisées uniquement pour faire dire à l'opinion ce qu'eux n'ont pas eu n'ont pas la capacité de dire c'est quoi la prorogation du délai de la transition. C'est très clair. Donc vous ne croyez pas à la sincérité des autorités de transition. Alors, je vais vous redonner la parole tout de suite. Balan, est-ce qu'aujourd'hui les autorités de la transition peuvent prendre le risque de proroger contre la volonté de la communauté internationale, la transition? On a vu hier, Goodluck Jonathan a réitéré la demande de respecter les engagements. Quelles pourraient être les conséquences? Alors juste hier, je lisais encore sur France 24 que la CEDEAO s'est dit inquiet pour le respect du délai de la transition au Mali. Alors inquiet, ça sous-entend beaucoup de choses, mais c'est vrai que si ce délai n'est pas respecté, ça peut exposer le Mali à plusieurs difficultés. Déjà, le fait qu'il y ait eu un coup d'État et que nous soyons effectivement dans une période de transition, ça nous a exposé effectivement à des sanctions. Le Mali est suspendu dans pas mal d'institutions internationales. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin. Il y a des produits de première nécessité dont les prix ont augmenté d'une manière exponentielle. Le sac de riz, actuellement, c'est 20 000 francs pour 50 kilos. Donc, vous voyez que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une flambée des prix, mais qui ne s'explique aussi que pas seulement par le Covid-19, mais aussi par le fait que nous sommes aujourd'hui dans une période de transition et que nous sommes suspendus par les institutions internationales. Donc, s'il y a prorogation de la transition, c'est vrai que le Mali seul ne peut pas décider de cela. Même si nous sommes un État souverain, il faut admettre quand même que nous faisons partie d'un certain nombre d'organisations internationales dont nous avons signé la charte fondamentale. Et donc aujourd'hui, donc il faut craindre des sanctions. Non, il faut craindre les sanctions, mais aussi il faut comprendre que si la transition doit être prolongée, ce n'est pas seulement la partie malienne qui compte, il faudra également compter sur l'autre partie, c'est-à-dire la communauté internationale. Donc la décision va sortir certainement d'une discussion, d'un dialogue, d'un entretien, d'une médiation, voilà, qui pourra par la suite être une décision acceptée des deux parties ou ne pas être acceptée des deux parties. Okay. Mais si le Mali seul s'entête à vouloir prolonger la transition par des manœuvres politiciennes, comme le risque a été évoqué tout à l'heure par mon co-débatteur, du fait que ces assises-là peuvent être manipulées, ça aussi, il faut dire que ce serait très grave. Et on risque effectivement, dans ce cas de figure, de renforcer davantage le fossé qui a été créé depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui et dont on cherche également une solution, qui est le fossé de la rupture entre la classe politique et la société civile et les citoyens. D'accord. Cheikh Oumar Sidibé, vous qui soutenez la transition, vous qui demandez la prorogation de la transition, est-ce que vous ne craignez pas des sanctions, une mésentente entre le Mali et la communauté internationale? Bon, je pense que c'est la manière, tout est dans la manière. Il ne s'agit pas de vouloir d'une prolongation pour une prolongation. Nous avons expliqué un certain nombre de faits. Vous êtes sûr que la prolongation, là, en vaut la peine? Ça en vaut la peine parce qu'on est tous unanimes ici que le petit temps qui nous reste ne suffira jamais à mettre en œuvre toutes les réformes envisagées. Déjà, même à prendre le seul détail élection, j'ai parlé de création de nouvelles régions, de création de nouveaux cercles, de nouvelles communes, de nouveaux cercles et de nouvelles communes. Pensez-vous que
le maillage politique qu'il y a à faire à ce niveau-là. Tout cela pourrait être fait dans les 4 mois qui restent. Mais selon vous, combien de temps faudra-t-il pour organiser de bonnes élections? Moi, j'appartiens au Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. De mon point de vue, et ça c'est le point de vue de mon regroupement, je signale au passage que le FUSI Mali, Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, est une plateforme composée d'associations, de partis politiques, d'ONG, d'organisations de la société civile et même des personnes ressources. Donc nous avons décidé de soutenir la transition et d'inviter tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à nous accompagner dans notre initiative de demander aux Maliens et à la communauté internationale d'accorder 2 années supplémentaires à la transition pour que les différentes réformes envisagées puissent véritablement prendre corps et permettre à notre pays d'amorcer un nouveau décollage. 2 années supplémentaires, Doumbia. Encore des 20 ans, ça ne va pas suffire. Comment on appellera cette transition finalement s'il faut l'accorder, il faut lui accorder 2 années supplémentaires, et quelle va être la réaction de la communauté internationale par rapport à ça? La réaction de la communauté internationale, elle l'a laissé entendre déjà. Les Nations Unies se sont prononcées à peu près 2 semaines avant l'arrivée de la mission de la CEDEAO et ils ont été très clairs. On dit qu'une chose est sûre, eux aussi ne veulent pas de réforme pendant cette période transitoire et ils veulent que les élections soient faites au délai préétabli. Et faute de cela, donc le Mali va pouvoir se confronter réellement à des sanctions à la fois politiques et économiques, institutionnelles aussi. Cela peut être quel genre de sanctions? Aujourd'hui, déjà, nous manquons de moyens. Nous sommes un État qui est presque à la faillite, économiquement, presque à la faillite. Et c'est un fait que nous sommes en train de cacher derrière le défi sécuritaire. Alors qu'en réalité, économiquement, nous sommes extrêmement vulnérables et sans souvent le soutien qu'on nous apporte, nous aurons du mal réellement à tenir. Mais lorsque, mon co-débatteur, je suis désolé, mais il va falloir parler de ça, lorsqu'il parle de 2 années supplémentaires, moi j'ai peur pour le peuple malien. Parce qu'en réalité, moi je trouve que c'est une opportunité extraordinaire qu'on aille aux élections sans qu'aucune entité politique n'ait la même mise sur l'appareil étatique. Les élections qui n'ont pas fonctionné, qu'il lui-même a traité de non fiables, ont été non fiables parce qu'on savait qu'il y avait des personnes qui avaient la possibilité en fait de mettre la main sur l'appareil électoral et de souvent bouger des maillons. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que ceux qui sont au pouvoir n'iront pas aux élections et que ceux même qui veulent les élections n'ont pas la possibilité de mettre la main sur l'appareil étatique. Donc, c'est l'opportunité extraordinaire de donner un nouveau départ. Aujourd'hui, aucun analyste politique ou personne ne peut vous dire avec assurance que le prochain président du Mali est un tel ou que voici 2 favoris qui vont réellement s'en sortir. Nous sommes en fait à un tournant où nous avons la possibilité de prendre le nouveau départ qu'ils veulent reporter à 2 années plus tard. Nous pouvons le prendre tout de suite et il va falloir saisir cette opportunité pour le bien-être et sécuritairement prolonger la transition. Voici ce que ça va donner. Parce qu'il faut réellement regarder dans un sens profond. Lorsque nous avions le régime IBK, à un moment donné, nous avons des difficultés sécuritaires. Mais nous n'avions pas encore vu des défis du style Farabougou, où des villes entières sont déconnectées du reste de la localité. Nous avions certes Kidal, qui était un cas particulier et qu'il fallait gérer politiquement parce qu'il y avait des options politiques. Mais militairement, nous avions été dépossédés des villes. Et même ce matin, j'ai eu des informations comme une autre ville a été déconnectée de sa circonscription. Donc selon vous, la situation sécuritaire pourrait se dégrader davantage parce que la majeure partie des opérations qui sont financées chez nous ne sont pas financées avec notre argent. Et ces opérations dépendent réellement des institutions internationales. Nous mettre ces institutions à dos aujourd'hui, nous avons vu lorsque le coup d'État a été perpétué, qui n'a pas suspendu les opérations en conjointe avec l'armée malienne. Et qu'est-ce que ça a coûté à des Maliens qui vivent dans ces zones-là? D'accord. Bathily, vous qui êtes politique, vous êtes sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez réellement que le Mali peut organiser des élections dignes de ce nom d'ici la fin de cette transition, c'est-à-dire dans 6 mois? Peut-être je vais me répéter parce que je l'ai dit par le passé. J'ai bien dit qu'allons vers les élections essentielles. C'est-à-dire, j'ai entendu la CEDEAO répéter, la mission de la CEDEAO répéter la même chose, les élections présidentielles et législatives. Si on s'en tient à ces 2 élections-là, nous pourrons. Comme mon camarade... Même avec les 2 tiers du pays hors contrôle? Moi, j'ai dit, quand on va demander à restaurer l'intégrité du territoire, nous n'aurons pas... On va aller jusqu'à 10 ans.
La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue date. Ce n'est pas avec 2 ou 3, 6 mois, 2 ans qu'on peut régler cette guerre-là. Je répète ce que j'avais dit. La résolution de l'ONU 2590 a parlé du délai de la transition. La mission de la CEDEAO qui a quitté hier a parlé du respect de ces délais-là. Au point 10 du communiqué de la mission, il a été appelé les partenaires à accompagner le Mali uniquement dans le cadre des élections. C'est inquiétant. Il faut savoir déchiffrer les choses. Je commence sincèrement à comprendre ceux qui demandent la prorogation du délai-là. Sincèrement, moi je dis, ils ne mesurent pas la portée de ce qu'ils demandent. J'ai dit, allons-nous violer la charte? La charte, si jamais on prend l'initiative de réviser aujourd'hui la charte, on ouvrira la boîte à Pandore. Et cette boîte à Pandore-là, sa portée, il ne le mesure pas. Parce qu'il peut y avoir d'autres modifications de la charte qui n'est pas le délai. Faisons attention. Alors aujourd'hui, vous estimez que ce n'est pas les autorités actuelles qui pourront être en mesure de restaurer cette sécurité que nous attendons tous. Mais est-ce que vous, hommes politiques, vous avez aujourd'hui la confiance du peuple pour essayer de restaurer cette sécurité, cette stabilité dans le pays, pour qu'on aille aux élections? Ceux qui auront cette confiance-là seront ceux qui seront votés le 27 février prochain. Le peuple aura confiance à des hommes, à des femmes qui auront la destinée du Mali. Et laissons le peuple exprimer. Ne nous substituons pas au peuple, c'est ce qui est dangereux. Aujourd'hui, il y a une portion du peuple qui pense être l'entièreté du peuple. C'est ça le hic. Et c'est ça qui est le mal. Laissons le peuple s'exprimer. Ceux qui ont peur des élections sont ceux qui pensent qu'en allant aux urnes, ils n'auront pas cette confiance-là. Nous savons très bien que c'est en allant aux urnes qu'il faut obtenir cette confiance du peuple et qu'on doit l'exprimer. Donc c'est pourquoi moi j'insiste sur le respect du délai pour éviter au Mali beaucoup de restrictions qui nous assaillent déjà, qui nous empêchent. L'avion de l'équipement de l'armée est bloqué actuellement. Ils n'en font pas cas. Parce qu'ils veulent rester, ils ont peur d'aller vers des élections, ils n'auront que des 0,5 et des 1%. Et cette peur-là ne doit pas être un blocage pour toute une nation à cause de quelques personnes. Alors, laissons le peuple s'exprimer ballant. Est-ce que dans notre contexte, on peut dire que le peuple va avoir la latitude de s'exprimer librement dans des élections? Si on décide de faire le franc jeu, la démocratie, elle est là pour ça, pour que le peuple puisse s'exprimer. Sauf que depuis toujours, on a vu que ce droit qui revient naturellement au peuple de choisir, bien évidemment, ses représentants, ce droit a toujours été malmené par des hommes politiques avec peu de vergogne. Ça, il faut le dire, il faut reconnaître cela. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que rapidement, c'est que l'inquiétude de M. Bathily, c'est une inquiétude qui est fort considérable, mais il faut rappeler que la charte de la transition a été quand même violée plusieurs fois. Ça, nous l'avions assisté. Voilà. En dehors de cela aussi, il faudra dire aussi que actuellement, prolonger la transition de 2 ans ou de 5 ans, je vous dis, même 20 ans, on ne pourra pas assurer la sécurité au Mali. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Les Américains, il leur a fallu combien de temps? Et aujourd'hui, ils partent laisser le pays dans quelle situation? Vous voyez, aujourd'hui, ces troupes extérieures qui sont là chez nous, c'est pas évident qu'ils quittent le Mali avant 10 ans. C'est pas évident. Et tant que nous n'aurons pas une armée structurée, une armée bien fondée, une armée bien outillée, on ne pourra pas reconquérir les 2 tiers de notre territoire qui nous échappent. Et dans ces conditions, prolonger la transition, ça ne va pas amoindrir le supplice des Maliens. D'accord. En 30 secondes, Cheikh Oumar Sidibé, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps qu'on s'entende, puisque le plus important, c'est le Mali. Si on continue à se tirailler, est-ce que finalement, le pays ne va pas aller en faillite, au gouffre? Je crois qu'il n'y a pas lieu de se tirailler. Le peuple est souverain. Le dernier mot revient au peuple. Ce que les politiques tiennent comme langage, c'est du déjà entendu. Nous savons pourquoi ils veulent se précipiter pour aller à des élections mal préparées. C'est pour qu'on retombe dans les mêmes difficultés qu'on a connues depuis tout le temps. Donc nous sommes encore une fois pour la prolongation de la transition afin que des bases saines puissent être mises en place pour permettre à notre Mali de décoller véritablement pour être
ce beau pays qu'il fut par le temps. D'accord, en 30 secondes, Doumbia, tout le monde parle du peuple. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en vrai dire, il faut respecter la norme démocratique et laisser le peuple s'exprimer par le suffrage. Aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est que nous sommes arrivés dans cette transition après les élections législatives. Il y a eu des contestations, beaucoup n'ont pas été d'accord avec les résultats, la Cour constitutionnelle a été accusée de beaucoup de choses, mais nous avons réussi à faire des élections. Et lorsque le peuple n'est pas d'accord, il réussira encore à s'exprimer. Mais il ne faut pas forcément faire taire le peuple pour lui faire croire que sa façon de s'exprimer, c'est dans une salle avec des assises. Il ne faut pas forcément faire taire le peuple et lui faire croire. Et c'est sur ce que prend fin cette émission qui parlait aujourd'hui du calendrier électoral qui devrait être publié seulement après les assises nationales sur la refondation. C'est ce que a déclaré le gouvernement dans une note publiée ce mercredi. Nous recevions pour en parler Sékou Niamé Bathily du RPM, Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Cheikh Oumar Sidibé du FUSI, Front pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, et Balan Diakité, analyste politique. Moi, j'ai eu le plaisir de présenter cette émission qui a été mise en onde par Nouhoum Djiré, à la régie vidéo Salim Diora. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.